Bonjour, la guerre, c'est d'abord le mensonge. C'est bien évidemment les violences armées, ce sont les destructions, ce sont les morts, ce sont les victimes civiles, mais c'est aussi ces immenses machines à propagande qui visent à convaincre, à mobiliser, à chauffer à blanc parfois les opinions publiques, et qui font que, en temps de guerre, le mensonge domine et la démocratie ressemble à la dictature. René Broman, bonjour. Bonjour. C'est aussi ce que vous écrivez dans ce livre, Guerre humanitaire, mensonges et intox, qui paraît aux éditions textuelles. Vous revisitez les conflits de ces 30 dernières années, fort d'une longue expérience d'humanitaire. Vous avez été l'un des créateurs et vous avez présidé la grande ONG Médecins sans frontières. Et puis vous êtes l'un des rares en France, il faut le souligner, à penser la guerre, à penser les conflits, à penser l'engagement humanitaire. Vous êtes d'ailleurs enseignant à Sciences Po et dans plusieurs universités étrangères. On va vous interroger avec René Bachmann. René, bonjour, collaborateur à Mediapart. La première question qu'on voulait vous poser, René Broman, c'est quoi une guerre juste ? Puisque c'est le début de votre essai, vous explorez les contours juridiques, parfois moraux, de qu'est-ce qui définit une guerre juste et y a-t-il des guerres justes ? Selon moi, et disons au terme de cette réflexion, parce que l'écriture m'a permis aussi de me fixer mes propres idées, mais au terme de cette réflexion, je dirais qu'il y a des guerres justifiables. N'étant pas pacifiste, je suis obligé de convenir qu'il peut y avoir des guerres justifiables, mais à mon avis, il n'y a pas de guerre juste. Mais on y reviendra. Cela étant, la définition contemporaine de la guerre juste, c'est la guerre humanitaire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai titré ce livre « Guerre humanitaire » plutôt que « Guerre juste ». Guerre humanitaire dans le sens où la guerre est justifiée par l'entreprise de sauvetage qui est son objectif affiché. Sauvetage par rapport à une famine dévastatrice en Somalie, sauvetage par rapport à un massacre annoncé ou déjà en cours, ou supposément en cours, au Kosovo, et sauvetage par rapport à un génocide annoncé, celui de la population de Benghazi, en Libye. Voilà les trois guerres humanitaires qui constituent le cœur de la réflexion que j'ai menée dans ce petit livre, sur fond d'autres guerres qui, elles aussi, sont justifiables ou qui auraient été en projet. Par exemple, la guerre qui n'a pas été faite au Soudan à l'occasion du Darfour, mais qui était appelée de ses voeux par un certain nombre de gens. Alors quand même, vous vous arrêtez sur un texte important qui vise à définir la guerre juste, important parce que adopté par les Nations Unies, c'est la fameuse responsabilité de protéger. C'est ce texte issu de plusieurs années de réflexion. Une réflexion, on pourrait dire, qui s'engage après le génocide au Rwanda, qui a été quand même l'une des immenses faillites des Nations Unies. Réflexion inspirée par plusieurs acteurs de l'humanitaire, on pense entre autres à Bernard Kouchner et à Mario Bettati. Et en 2005, les Nations Unies adoptent ce texte, la responsabilité de protéger les populations, et qui va, d'une certaine manière, élargir les raisons d'entrer en guerre, expliquez-vous. Oui, la difficulté de caractériser la responsabilité de protéger, c'est que ce n'est pas vraiment un instrument ou un mécanisme, pour reprendre le lexique des Nations Unies, qui renouvellerait les moyens d'action. C'est plutôt une espèce de doctrine émergente dont l'objectif est d'élargir, de façon d'ailleurs assez limitée mais significative, les possibilités d'intervention. On sait que selon le chapitre 7, c'est-à-dire celui de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire celui qui autorise les Nations Unies à employer la violence, ou en tout cas à rassembler des États qui vont mettre leurs armées au service d'un objectif onusien, il y a deux motifs d'activer le chapitre 7. L'un, c'est l'invasion d'un pays par un autre. Donc vous avez le droit, c'est-à-dire juridiquement parlant, de vous défendre, d'utiliser la force armée pour repousser un envahisseur. C'est par exemple... 91, l'Irak envahit le Koweït. C'est ça, exactement. Cela étant, quand l'Irak envahissait l'Iran avec le soutien des États-Unis et de la France, c'était autre chose. Mais on sait bien que tout ça est à géométrie variable. Et l'autre cas, c'est quand il y a une menace à la paix et à la sécurité internationale.
considération assez difficile à définir de façon précise. Mais en tout cas, les massacres de masse, c'est-à-dire crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide et crimes de purification ethnique, puisque cette définition assez improbable, enfin cette caractérisation assez improbable a acquis le statut d'un crime au sens juridique du terme, eh bien ces 4 chefs d'inculpation-là, si j'ose dire, peuvent donner lieu à une intervention armée selon la doctrine, disons, de la responsabilité de protéger. Voilà la nouveauté. Les crimes de masse sont une menace à la paix et à la sécurité internationale, selon le Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies, ça a été l'ensemble des Nations unies qui a adopté ce texte, qui lui donne sa force particulière. Et ce qui est frappant, lorsqu'on lit ce document, qui est très court, qui est très facile à consulter, c'est qu'il reprend à son compte les points essentiels de la théorie de la guerre juste, qui ont été énoncés et théorisés par saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle. Et donc on voit là une série de points de doctrine d'entrée en guerre ou de conduite de la guerre qui ont traversé les siècles avec une stabilité tout de même remarquable. Et si les 4 ou 5 points essentiels de la théorie de la guerre juste ont changé de contenu, leur libellé finalement reste à peu près stable. C'est très impressionnant tout de même. Et finalement, ça prouve la très grande finesse, le très grand intérêt de ces points théoriques de la guerre juste. Alors, quels sont-ils ce que vous montrez dans votre essai, c'est que ces différents points de cette responsabilité de protéger qui autorise l'entrée en guerre, eh bien, évidemment, ils vont être systématiquement ou presque manipulés, truqués, détournés par les différentes puissances. Et René, tu voulais citer un exemple assez parlant. Il y a 2 exemples qui sont très parlants. Il y a l'exemple de la Libye et l'exemple du Kosovo. Dans le premier cas, celui de la Libye, c'est une guerre qui a été déclenchée pour des raisons a priori humanitaires, en tout cas présentée comme humanitaire, et validée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette guerre-là, vous êtes contre. Vous la considérez comme illégitime. Il y a une seconde guerre, qui est celle du Kosovo, qui a été déclenchée sans l'aval des Nations Unies, pour des raisons également humanitaires que vous exposez. Et cette guerre-là, vous êtes pour. Qu'est-ce qui fait que l'une est acceptable et l'autre non ? Mais dans les 2 cas, on projette l'image d'une guerre humanitaire, c'est-à-dire d'une guerre de sauvetage. Dans les 2 cas, il s'agit d'aller in extremis, tels les tuniques bleues, aller sauver ceux qui étaient sur le point d'être massacrés ou ceux dont le massacre avait déjà commencé, comme on le disait au sujet du Kosovo. Moi, ce qui me semblait défendable au moment de la guerre du Kosovo, c'était moins la défense des populations contre des massacres dont l'ampleur était très largement exagérée, mais enfin qui étaient tout de même réels, même s'il s'agissait de plusieurs dizaines ou de plusieurs centaines de personnes. Il s'agissait de massacres. On parlait de dizaines, voire de centaines de milliers dans la propagande, disons, qui était avancée par les tenants de cette guerre. Donc, les Serbes avaient beaucoup à se faire reprocher aussi. Hein. Pardon ? Les Serbes avaient beaucoup à se faire reprocher. Voilà, mais les Serbes avaient beaucoup à se faire reprocher. Et le Kosovo, c'est l'Europe. Et il me semble qu'il y a une dimension essentielle de la réflexion sur l'usage de la violence, sur la guerre, qui est la réflexion géographique. Il me semble qu'il y a une géopolitique de la responsabilité, pour le dire de façon concentrée, qui doit entrer en matière. Nous avons plus de responsabilité sur ce qui se passe, par exemple, dans l'ex-Yougoslavie, que n'en a l'Australie ou l'Indonésie. C'est le périmètre immédiat, le voisin proche, et il y a à la fois sur le plan éthique comme sur le plan politique ou sur le plan stratégique une responsabilité plus importante qui me semble être engagée. Et donc, si l'Europe s'est construite à partir de 1945 sur le vœu d'éliminer l'usage de la violence et la manipulation des théories de la race pour constituer des frontières, pour construire un appareil politique, eh bien, elle devait appliquer ce principe dans son périmètre immédiat. Et puis, donc c'est la dimension 10 ans de guerre en ex-Yougoslavie. 10 ans de guerre qui, malheureusement, avaient toujours laissé le Kosovo de côté. Enfin, pardon, que la guerre ait laissé le Kosovo de côté, c'était une bonne chose au départ. Mais les négociations ont laissé le Kosovo de côté. Et le leadership, disons, kosovar, la résistance kosovare disons, au fascisme, ou en tout cas à cette politique ethnique, de Belgrade, qu'incarnait Ibrahim Rugova,
tout cela a été délibérément écarté. Donc, ce qui me trouble a posteriori dans cette guerre du Kosovo, que j'ai approuvée parce que je trouvais que l'Europe devait faire régner cet ordre démocratique à l'intérieur au moins de son périmètre symbolique, ce qui me trouble, c'est qu'on a, en y regardant de plus près, mis à l'écart toute possibilité de résolution politique de la crise entre Pristina et Belgrade, disons, au profit d'une démarche militarisée, c'est-à-dire d'une démarche de guerre. Oui, parce que ce que vous expliquez sur le Kosovo, tout en ayant soutenu cette intervention, c'est que là aussi il y a des tournements, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les Américains ont décidé d'y aller. Ont décidé d'y aller pour faire valoir aux Européens qu'il restait une place essentielle en matière de sécurité, que les États-Unis restaient un acteur essentiel en Europe de la sécurité européenne, et qu'il y a un moment où ce qui est énoncé justement dans cette responsabilité de protéger, c'est-à-dire le concept de l'ultime recours, on entre en guerre quand toutes les autres voies, et en particulier les voies de négociation et politique, ont été épuisées, eh bien, on n'est peut-être pas allé jusqu'à cette ultime phase de négociation politique. Ah non, mais l'ultime recours, alors attention aux anachronismes, la responsabilité de protéger... Et de 2005, je suis d'accord, mais justement, c'est intéressant, 99. Mais ce point de s'engager en guerre quand on a épuisé toutes les autres positions, toutes les autres possibilités, c'est-à-dire ce qu'on appelle à juste titre l'ultime recours, c'est l'un des points de la doctrine de la guerre juste. Et ce qui me frappe, c'est que dans les 3 guerres humanitaires que j'étudie, la Somalie, le Kosovo et la Libye, le projet d'entrer en guerre a précédé les raisons qui ont été avancées. Autrement dit, ce qu'il s'agissait de faire, c'était d'abord de démontrer les vertus de la force, l'importance de l'emploi d'une armée pour résoudre un problème politique, voire humanitaire, et ensuite on trouvait les raisons qui permettaient de le justifier. Donc c'est toujours le premier recours et non pas le dernier recours. C'est peut-être le point qui a été le plus saboté là-dedans, alors que c'est l'un des points absolument essentiels, puisque la réflexion sur la manière dont on peut tolérer des violences dans le but d'y mettre un terme de façon politique et non pas par un écrasement armé ou enfin une intervention militaire, c'est au cœur de la réflexion politique, c'est ce qui doit mobiliser notre attention. Et ça a été systématiquement mis de côté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'arrive pas... Enfin, il me semble que penser la théorie de la guerre juste comme une réalité politique accessible, c'est un acte de naïveté, parce qu'en réalité, l'entrée en guerre est toujours motivée par certaines raisons et justifiée dans l'espace public par d'autres raisons. Et là-dedans, l'épuisement des possibilités d'apaisement du conflit n'a pas sa place. Alors, dans le cas de la Libye, voilà. Il ne s'agissait pas du dernier recours, c'était même le premier recours. Et par-dessus le marché, l'une des conditions normales du déclenchement de la guerre selon l'ONU, c'est de savoir où on va, grosso modo. Dans le cas de la Libye, on ne savait pas où on allait et on n'avait pas tenté toutes les autres solutions. Ce qui est confondant en Libye, c'est l'extrême rapidité avec laquelle tout s'est passé. Il y a le soulèvement de Benghazi qui se passe le 15-16 février 2011, et 5 jours plus tard, ou 6 jours plus tard, le 21 février, à l'occasion d'un bombardement, en tout cas d'une nouvelle de bombardement par l'armée libyenne de manifestants qui défilaient à Tripoli, les 3 chefs d'État susceptibles d'attaquer la Libye, à savoir Obama pour les États-Unis, Cameron pour l'Angleterre et Sarkozy pour la France, déclarent à l'unisson ce jour même que un chef d'État qui envoie son aviation attaquer son propre peuple n'est plus légitime, qu'il ne peut plus gouverner et qu'il doit partir. Donc 3 membres sur 5 du Conseil de sécurité déclarent que Kadhafi doit partir. Je ne sais pas s'ils se sont concertés, mais ce qui est phénoménal, c'est que tout le monde a embrayé là-dessus, alors que ce bombardement n'a pas eu lieu. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un formidable construit bobard. Sur un mensonge, Voilà. puisque ce bombardement de Tripoli, que par exemple Bernard-Henri Lévy a décrit de manière très minutieuse, dans le détail, nous racontant telle femme fauchée par un éclat d'obus, etc.,
vous nous dites, ce bombardement, il n'a jamais existé. Non, il n'a jamais, existé. jamais Et ça, c'est la seule certitude qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu de bombardement à Tripoli. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a 3 énormes mensonges qui servent de prélude à l'entrée en guerre, qui sont l'un, ce faux bombardement, le deuxième, 15 jours plus tard, annoncé par la Ligue libyenne des droits de l'homme, des charniers avec 6 000 morts, 3 000 à Tripoli et 2 000 à Benghazi, dont pareil, nous n'avons absolument aucune image et qui n'ont jamais été retrouvés, ou plus exactement, les quelques ossements auxquels on faisait référence étaient d'une part des ossements de chameaux, d'autre part des squelettes résiduels des cadavres de la révolte, de la mutinerie de la prison de Tripoli qui avait eu lieu en 96, c'est-à-dire... Il y avait aussi l'attaque de Benghazi, l'attaque par bien longtemps avant. Et le troisième bobard, c'est la colonne de chars qui se dirige vers Benghazi, qui, elle non plus, dans cet univers minéral, totalement découvert et espionné par tous les satellites et les moyens photographiques les plus sophistiqués, dont on n'a pas une seule image. Elle non plus, on a effectivement une colonne de véhicules, mais des pick-up civils chargés de personnes avec des uniformes dépareillés, qui venaient sans doute, qui se dirigeaient vers Benghazi, mais qui transportaient plus de sacs de riz pour aider les troupes qui étaient là-bas que de munitions et d'artillerie. Il y avait, sur toutes les images que j'ai vues, il y avait 3 chars, dont un qui était dans un fossé déjà détruit. Alors qu'on parlait de centaines, voire de milliers de chars, et que la destruction de Benghazi était à l'ordre du jour. Donc ce côté urgence, les faits se précipitent, les massacres arrivent, l'aviation sur des manifestants, des charniers avec des milliers de corps, le génocide de Benghazi pratiquement en cours, tout ça crée une sorte de fièvre interventionniste, entérinée par la Cour pénale internationale, qui ouvre une instruction 15 jours seulement après, alors que pour d'autres situations, de la Birmanie à la Palestine, en passant par bien d'autres, on ne l'a jamais entendue. Donc elle montre là sa docilité vis-à-vis des puissants. Eh bien, le tout est validé par le Conseil de sécurité. Et le tout entériné, en effet, par le Conseil de sécurité, qui vote la résolution 1973, qui autorise donc le visage de tous les moyens nécessaires. C'est l'euphémisme qui désigne les moyens de guerre, qui autorise tous les moyens nécessaires donc, pour protéger la population de Benghazi. Alors ensuite, on passe de Benghazi à l'ensemble de la Libye, et là, il y a des divergences d'interprétation. Certains disent que cette résolution était bien fichue parce qu'elle permettait de protéger Benghazi. D'autres disent mais ce n'était pas Benghazi, il s'agissait de protéger, c'était la population libyenne. Et donc, le principal risque pour la population étant le régime de Kadhafi, il fallait abattre le régime de Kadhafi pour atteindre cet objectif. Alors, ce que vous écrivez dans ce livre, c'est que la guerre de Libye est notre guerre d'Irak à nous, c'est-à-dire construite sur une succession de mensonges et vendus à l'opinion publique. Au passage, vous soulignez, et c'est quand même en France très étonnant, l'espèce d'esprit de caserne qui règne dans ce pays dès qu'une intervention est décidée. On se rappelle, Mediapart a été un des très très rares titres à poser des questions, à s'interroger, puis à se déclarer opposé à cette intervention dans un contexte que vous avez vécu, vous également, comme intellectuel, où vous étiez un des très rares intellectuels un peu à tirer la sonnette d'alarme, sur cette espèce d'esprit de caserne là, qui saisit tous les commentateurs et les experts dès qu'il s'agit d'entrer en guerre. Ce que je voulais vous demander, c'est que dans l'explication que vous faites de l'entrée en guerre en Libye, qui est voulue par Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy est vraiment le moteur du déclenchement de cette guerre, vous l'expliquez comme une sorte de session de rattrapage par rapport au printemps arabe que le pouvoir français à cette époque n'a pas vu, et on se souvient du scandale Michel Alliot-Marie et la révolution tunisienne. Il y a une hypothèse que vous n'évoquez pas du tout, c'est celle de ce qui serait une guerre privée, puisque ce qu'on a appris depuis 6 ans, c'est les relations très particulières entre Nicolas Sarkozy et le régime Kadhafi, et entre autres les séries d'enquêtes publiées par Mediapart, mais qui donnent lieu aujourd'hui à des enquêtes judiciaires et à plusieurs enquêtes judiciaires sur ce qui est le financement, ce qu'on appelle le financement libyen de Sarkozy, du clan Sarkozy et de sa campagne de 2007. Est-ce que cette hypothèse d'une guerre privée
ne vient pas bouleverser la lecture qu'on peut faire de ce conflit, et peut-être d'autres, du reste. Et expliquer aussi pourquoi cette guerre a été déclenchée dans des conditions aussi militairement absurdes, c'est-à-dire sans savoir ce qu'on allait faire après. Non, mais je ne crois pas que ça vient bouleverser. Ça vient rajouter aux raisons extérieures à celles qui sont affichées, Oui. mais ça ne vient pas bouleverser, parce que je pense que de toute façon, ça n'aurait pas été suffisant. Si Kadhafi prenait l'allure d'un maître chanteur dont il fallait se débarrasser, c'est finalement de cela que on parle dans le livre de Fabrice Arfi et Karl Metzger, et hypothèse qui me paraît hautement plausible. Enfin, je suis en train de lire ce livre qui n'était pas paru quand j'ai écrit le mien, donc j'ai in extremis rajouté cela parce que ça prenait quand même de la consistance. Mais disons que les questions politiques ne me paraissent pas moins importantes. Il y avait une sorte d'alignement de planètes, dans la mesure où, d'une part, Sarkozy était en quelque sorte enjoint, enfin plus ou moins enjoint, disons, poussé à cette session de rattrapage, à montrer l'intérêt qu'il avait pour l'efflorescence démocratique, le soutien aux printemps arabes, au mouvement de l'histoire qui était en train de se produire, alors qu'ils étaient restés soit en recul, soit au contraire avaient pris le parti des dictateurs comme en Tunisie. Donc il y avait ce rattrapage-là à faire. Mais il y avait aussi quelque chose de profond qui était son adhésion à la doctrine néoconservatrice. Absolument. Quand même, en tant que membre du gouvernement français, Sarkozy avait approuvé la guerre américaine en Irak, alors même que son président, il était alors ministre de l'Intérieur, son président, lui, la désapprouvait. Il y avait donc une rupture qui n'était pas rien, qui était tout de même très importante. Et je crois qu'il voulait, parce qu'il me semble que beaucoup de présidents sont là parce qu'ils veulent être des personnages de la grande histoire, pas seulement des gestionnaires d'un pays, mais des figures qui restent pour l'éternité. Eh bien, sa manière de rester, c'était d'avoir sa guerre d'Irak à lui, et il arrive avec ses armes de destruction massive, que sont les chars, les avions employés contre son propre peuple, et il avance avec cet énorme mensonge, mais d'une certaine manière, ce qui me frappe tout autant que le mensonge de Sarkozy, c'est la docilité, c'est le suivisme, la passivité de l'immense majorité de la presse et d'un grand nombre d'intellectuels. Oui, mais ça renvoie à la faiblesse extrême, si vous me permettez, d'une pensée indépendante sur la guerre, qui n'existe pas en France. Et vous soulignez dans votre livre les commissions d'enquête parlementaires britanniques, d'abord sur la guerre d'Irak et la décision de Tony Blair de suivre George Bush, puis le seul rapport intéressant sur la guerre en Libye, il est britannique. Il est fait par la commission d'enquête britannique qui souligne les raisons pour lesquelles Sarkozy décide d'engager cette guerre et quels bénéfices il escompte en tirer. Et on se souvient aussi du formidable rapport d'enquête sur le 11 septembre fait par le Congrès américain. Pourquoi on n'a pas ça en France? Pourquoi on a une telle faiblesse de l'analyse, de l'expertise indépendante militaire, alors que la France est une grande puissance militaire? Je crois que ça correspond à la faiblesse parlementaire, d'une manière générale. Le Parlement britannique, comme le Parlement, enfin comme les chambres américaines, ont une puissance d'agir que n'a pas le Parlement français. Ce sont deux pays qui ont une tradition parlementaire très forte. La nôtre est pour le moins faible. Et on n'a pas entendu, en effet, de députés, depuis 2011, réclamer une mission parlementaire, une commission d'enquête, ce qui est tout de même extrêmement regrettable. Mais ça correspond aussi à l'incroyable consensus, depuis les Verts jusqu'à la droite des Républicains, depuis les Verts. Moi, c'est ce qui m'a tout de même frappé. Pour moi, François de Rugy, qui était membre de la commission de défense à l'époque. Voilà. Et le parti, également, a approuvé. Moi, il m'est arrivé d'essayer de demander à quelques militants verts ce qu'ils pensaient de cela. Je n'ai eu affaire qu'à des attitudes gênées, embarrassées, fuyant la question, ne cachant pas leur gêne, au moins, il y avait déjà cela. Mais alors, est-ce que ça ne renvoie pas... Donc c'est ce consensus aussi, la faiblesse parlementaire et le consensus politique autour de cette guerre, qui finalement renvoie aussi à l'idée que Kadhafi était probablement l'un des chefs d'État les plus isolés
du monde. Et je pense qu'il faut aussi avoir cette vision géopolitique singulière. Dans la vie politique internationale, ou bien vous êtes protégé, ou bien vous ne l'êtes pas. Si vous êtes protégé, vous pouvez vous permettre toutes sortes de choses. Les Syriens protégés par les Russes, les Israéliens protégés par les Américains, pour ne prendre que 2 exemples d'une actualité très chaude, peuvent se permettre à peu près tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque vous n'êtes pas protégé, vous êtes, par définition, exposé. Mais alors, est-ce que ce consensus ne renvoie pas, et c'est la fin de votre essai, sur comment est pensé l'humanitaire? Est-ce que l'humanitaire ne devient pas un justificatif de la guerre, pour poser la question brutalement? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pour prendre une des figures très connues, Bernard Kouchner, acteur incontestable de l'humanitaire, est aussi sur des positions néoconservatrices. Donc, dans ce qui est le droit de la guerre et le droit de l'humanitaire, est-ce qu'il n'y a pas un moment où se produisent des courts-circuits ou des mauvaises interprétations de ce qu'est l'engagement humanitaire et comment l'humanitaire devient en quelque sorte le cheval de Troie d'un certain nombre d'interventions guerrières? Écoutez, je pense qu'il faut distinguer deux moments. La création, l'émergence du droit humanitaire à la fin du XIXe siècle et l'utilisation de l'humanitaire à des fins, disons, des thématiques humanitaires, même quand le mot n'est pas utilisé, l'idée peut-être là, de la thématique humanitaire pour justifier des interventions militaires, qui datent aussi du XIXe siècle. Rappelons-nous qu'au XIXe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui intervention humanitaire, on l'appelait intervention d'humanité. Et la France a d'ailleurs joué un grand rôle, par exemple, pour les chrétiens du Mont-Liban dans les années 60 du XIXe siècle, et plus généralement dans les entreprises impériales et coloniales, lorsqu'il s'agissait d'aller sauver des gens de la barbarie cannibale ou de l'esclavage ou des choses comme ça. Donc, de leur apporter la civilisation. De leur apporter la civilisation d'une manière générale, mais de façon plus précise, de les sortir en effet de leur obscurité, de leur retard, et les libérer du cannibalisme et de l'esclavage, qui étaient les 2 thèmes humanitaires mis en avant pour justifier les expéditions impériales. Donc cette thématique existe depuis longtemps, de même que le droit humanitaire a été critiqué dès son émergence au XIXe siècle par des personnalités de tendance pacifiste qui voyaient une façon d'enjoliver la guerre et de la rendre finalement plus acceptable. Ce qui éloignait les citoyens de la guerre, c'était les horreurs qu'elle provoquait. Si ces horreurs étaient atténuées, voire disparaissaient sous l'effet de ces engagements d'ordre humanitaire, et bien après tout, la guerre devenait plus acceptable. Et il me semble que cette vision-là a une résonance très forte aujourd'hui. D'abord parce qu'on voit un certain nombre d'humanitaires, qu'il s'agisse d'agences de l'ONU, d'ONG, de la Croix-Rouge internationale, depuis les années 90, se référer au droit humanitaire comme une sorte de totem qu'ils invoquent, devant lequel ils se prosternent, et mettent en avant les guerres qui respectaient l'humanitaire, par exemple les principes, les normes humanitaires, comme la guerre de 14, où 80-90% des morts et des victimes plus généralement étaient en uniforme, donc étaient des combattants, qu'il était licite de tuer. Les civils n'étaient pas... Voilà. Et aujourd'hui, la proportion se serait inversée. On a 10 à 20% de combattants et 80-90% de civils. Alors d'une part, les chiffres d'aujourd'hui sont très largement erronés. On surévalue la proportion de civils par rapport à des combattants, y compris d'ailleurs en Syrie, je le signale au passage, mais c'est vrai également au Congo, au Yémen, enfin dans plein d'endroits. L'idée que les civils sont systématiquement pris pour cible, autrement dit que ces guerres du tiers-monde sont des guerres de barbares, que nous, les civilisés, nous réprouvons avec toutes nos fibres, ça c'est déjà une construction qui mérite d'être analysée de façon plus fine. Mais d'une certaine manière, ce qui me choque moi le plus, enfin plus encore que cela, c'est l'héroïsation de la guerre de 14, l'héroïsation morale de la guerre de 14. Qui était quand même la plus grande boucherie. Voilà. On transforme ce carnage immonde qui a détruit l'Europe, qui a détruit une partie du monde, qui a engendré le fascisme, le totalitarisme, les milices, enfin, dont les conséquences à court et à long terme
sont immenses. On en fait une sorte de modèle humanitaire où finalement les combattants se tuent entre eux, il y a une espèce d'esprit chevaleresque. Une guerre propre, sous contrôle. On s'en prend pas aux civils, exactement. C'est la guerre que les humanitaires préfèrent, c'est la guerre de 14. Il semble oublier qu'on a mis 50 millions de jeunes gens en uniforme et que 10 millions d'entre eux sont morts, sans parler d'ailleurs d'une des conséquences dramatiques de la guerre, qui est la grippe dite espagnole, qui a tué 2 fois plus que la guerre. Aujourd'hui, je le signale, on adjoindrait, on mettrait dans les victimes de guerre les victimes de l'épidémie qui en a été directement issue. Mais gardons même les chiffres tels qu'on les a là. 10 millions de jeunes gens sont morts pendant cette guerre et on en fait un modèle. Voilà un des résultats inattendus du droit humanitaire. Alors moi, je ne suis pas pour le jeter par-dessus bord. J'explique quel me semble être le bon usage du droit humanitaire, un usage restrictif pour que les ONG puissent agir dans la guerre, mais pas une promotion comme si le droit humanitaire permettait de rendre les guerres acceptables, ce qui est une tendance que l'on constate aujourd'hui. Vous en faites une lecture critique et distanciée. Guerre humanitaire, mensonges et intox, c'est un petit essai de Ronnie Broman qui est passionnant, qui est stimulant et qui nous permet de penser ce qui est en train de se passer à un moment où la France est sur plusieurs théâtres d'opération, comme on dit, c'est-à-dire est engagée dans plusieurs guerres. Merci, à très bientôt sur Mediapart pour une nouvelle édition d'Un monde à vif. Merci bien.